C'est comme si tu sois dans un film où t'es genre un intrus. Ouais. T'es là, mais t'es pas là en fait. Pas vraiment. Yann Moi, Darwin. c'est Yann Darwin. Moi, Ok. c'est vraiment Yann Darwin. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment Yann Darwin qui m'a mis dedans. Bah, Ouais, non, je mais, suis vraiment- mais putain, on a tous vécu le même parcours. Ah non, bah oui. Quand tu découvres le truc, paf, Ah oui, tu t'es ponces à tout. fond. Et après, ouais. après, de toute façon, c'est tout le temps le même modèle. Ah, hein. moi, c'était une drogue. Hein. Je voulais écouter que ça. Mais c'est pas. J'étais quasiment ça. Tu louais combien pour qu'on ait une idée, tu te souviens? Bah, en fait, justement, c'est là où tu vas me dire, je suis un ouf. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. C'était bien le Dubaï alors. Ouais, c'était cool. Je pense que c'était cool. Ouais. C'était quand que t'es allé? C'était au mois de février, ouais. Resté après 3 semaines, un mois. Ok. Ouais. Ok. Ouais, au mois de février, ouais, il y a 2 mois du coup maintenant. Ouais, il y a 2 mois, ouais. Ok. Ouais, il y a 2 mois, ouais. Ok, ça marche. Bon, du coup, tu m'as dit que tu avais écouté un épisode. Ouais. T'as écouté lesquels du coup? Alors tu m'as dit. Mais du coup, Sonia. celui de Sonia Ok. et un peu celui de Oussama aussi, ouais. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Et le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et l'idée, elle est très simple. C'est de remonter à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur et de suivre le fleuve ou la rivière de ta vie. Et moi, en tant que castor, je vais te poser des questions qui vont se matérialiser alors, pour l'image, on dit que ça, on va dire pas des barrières, mais comment dirais-je, des barrages. Mais pour le coup, ça va être des questions que je vais te poser au fur et à mesure. Et puis, on va revenir jusqu'à qui tu es aujourd'hui. D'accord. Juste avant de défiler tout ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en quelques mots, en 1 minute, tes activités, ce que tu fais aujourd'hui? Très bien. Alors moi, je suis anciennement ingénieur en informatique. Je suis investisseur immobilier depuis plus de 5 ans. J'ai commencé en 2018. Et, même chose que moi. Voilà. On a commencé la même année. Je pense qu'on s'est fait emporter par la vague. Je commençais les visites mai-juin. Ok, Je signais le compromis au mois de septembre et j'ai signé l'acte authentique de vente au mois de décembre. ok, ça marche. Donc voilà l'enchaînement. Ok. Et J'ai signé mon premier acte authentique en juillet 2018. ok, d'accord. Ah C'est ouais, marrant, il y a une génération 2018. Ouais. Hein. On est pas Oui. mal à avoir investi en oui, 2018. oui, je pense qu'il y a une vague là. Ouais. La vague des. Ouais. Dès 2018. Donc du coup, tu as commencé en 2018 l'investissement. C'est ça. J'ai commencé par des colocations dans ma ville. Ok. Et ensuite, très Où ça rapide, sur Tours, Ok. région centre. Parce Ah, que t'es de Touraine je viens de là-bas, moi je suis né à Tours. Ouais. Ah, Ouais. mais oui, je crois qu'on en avait parlé. Ouais, Moi, je suis né à Orléans. Ah oui, bah tu vois, Ok. je suis tourangeau. Ouais. Ok. On dit pas. Non, Touraine, c'est la. Tourangeau. Et Touraine, c'est quoi? C'est le département ou la région? Ouais, Touraine, c'est la région. C'est Ok. la région de la Touraine, c'est la région. Et sinon, on dit Tourangeau, les gens qui habitent à C'est Tours. ça, Ok. les gens qui habitent à Tours. Ouais. Ok. Et donc après, très rapidement, je me suis dirigé vers les immeubles de rapport dans le nord de la France. Ok. Parce que voilà, c'est une région très rentable. Ouais. Et ensuite, ça fait depuis 2-3 ans que j'accompagne aussi les gens à investir dans l'immobilier Ok. locatif. Donc voilà, le but, c'est de leur donner un maximum de tips pour Coaching, formation, etc. plus coaching. Ouais. Ok. Coaching, ouais. Aujourd'hui, t'es encore ingénieur informatique? Non, c'est Ok. fini. Là. Ouais, Donc t'es en full time depuis combien de temps sur tes activités Ça fait, en fait, au début, je faisais ça un peu en parallèle Ouais. de l'investissement, de toutes mes autres activités. Et là, maintenant, je fais que ça. Quoi. Ok. Et c'est combien d'élèves que tu as accompagnés depuis 2-3 ans? Alors tu sais à peu près là, pas énorme parce que je faisais ça en parallèle et c'était pas mon activité principale. Donc là, il y en a près Ou sur 2023 si 6-7 tu veux. quoi. 6-7 depuis le début, ouais. Ok. 6-7, ouais. Ok, ça marche. Et le but, c'est soit le maximum quali. Ok. Donc, je prends pas plusieurs personnes en même temps. Ok. Mais ouais, il y a de bons résultats parce qu'ils ont tous acheté un bien rentable. Ok. Et ils ont pu bénéficier de mon expertise. Et 6-7, du coup, tu vis aussi de ton immobilier à côté, j'imagine? C'est ça, exactement. Parce que 6-7, du coup, t'as pas. Ok. Oui, c'est en transition là. Là, je suis en transition parce que je vais avoir une nouvelle offre, etc. D'accord. Donc je suis en transition. Ouais. Ok, ça marche, super clair. Et bah écoute, on va revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. Ouais. C'était quand? C'était quoi? Alors moi, c'est un grand saut dans l'immobilier. Du coup, c'est le fait déjà d'avoir une prise de conscience sur l'investissement. Chose que j'avais pas avant. Tu vois, j'avais vraiment un état d'esprit de salarié. Le fait de, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Ensuite, j'ai très vite travaillé T'as fait dans quelle le école? grand groupe à Polytech Tours justement. Mais oui, c'est vrai. En plus, tu me l'avais dit, mais je te redemande forcément pour avoir la réponse. Mais du coup, ça me Exactement. revient au fur et à mesure. Ok. Donc j'ai fait Polytech Tours et en fait très rapidement, il
je voulais travailler dans de grands groupes à Paris. Je précise quand même, parce que pour les gens qui ne sont pas forcément au courant, Polytech, c'est pas Polytechnique. Ça reste une bonne école, mais c'est pas Polytechnique. C'est vrai que beaucoup de gens font pour l'amalgame. Ça sert à Polytech, je pense, mais c'est ça. Il y a quand même un petit, faut être honnête. Clairement. Il y a un petit gap de niveau. Il n'y a pas le même niveau. Il y a des groupements A, B, C, D, etc. C'est pas le même. T'es quoi, t'es en B ou en C en Polytech? C'est B ou C, je crois. B ou C, Et Polytechnique, je crois que c'est A, Donc voilà, mais bon. Voilà. Non, mais ça reste une bonne école d'ingénieur. Non, ça T'avais fait prépa ou même pas, non. J'étais rentré en apprentissage. Ok. Donc ce qui est cool, c'est que pendant 3 ans, j'ai travaillé en même temps, en parallèle de mon cursus. Ah, donc t'as fait une licence? Non, c'était Polytech, mais c'était un cursus qui était en apprentissage pendant 3 ans. Ok, et les 2 ans d'avant, du coup, t'as fait les 2 ans d'avant, non, j'étais en BTS informatique. Ah oui, ok. J'avais un parcours particulier, Donc c'était sur dossier, entretien, etc. AST, c'est ça? Non, c'était informatique industrielle. Ok, non, parce qu'en école de commerce, quand tu rentres comme ça en parallèle, on dit que t'es AST, tu sais, soit tu rentres par classe prépa, soit tu rentres admission sur titre. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était similaire. Ok. Donc ensuite, très rapidement, je suis parti à Paris pour la carrière. Parce que, post-études? Ouais, post-études. Ensuite, j'ai fait un autre diplôme, un Master 2 en management, pour avoir le double diplôme. C'est-à-dire que j'avais la casquette plutôt technique, ingénieur, et la casquette aussi management, business. À Tours aussi, à l'IAE de Tours. Ok. Et en fait, le but, c'était d'avoir plus de bagages, justement, pour ma carrière, pour l'évolution. Donc, tu vois, c'est pour te dire que j'avais vraiment l'état d'esprit de vouloir me développer dans la carrière d'ingénieur. Et à aucun moment, j'avais dans ma tête d'être entrepreneur. Et en fait, très rapidement, voire même investisseur au départ, parce que t'es rentré pas du tout. T'avais personne autour de toi qui en avait fait? Personne autour de moi. Mes parents, ils sont pas du tout là-dedans. Mes amis, pareil. Enfin voilà, moi j'arrive comme ça sur Paris pour travailler. Et ensuite, comment ça s'est fait? J'avais des amis que j'ai rencontrés sur Paris qui investissaient un petit peu sur des colocs, mais ça me tentait pas vraiment. Tu vois, je sais pas, j'étais pas tenté d'investir. Mais ensuite, je tombe un peu par hasard en fait sur des contenus, justement sur YouTube, sur l'investissement, au début, je m'intéressais aussi aux crypto-monnaies. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a amené sur des contenus immobiliers. Et en fait, c'est là que j'ai compris l'importance de l'effet de levier. Ensuite, tu lis les classiques, tu vois, Père riche, Père pauvre, etc. Et là, tu comprends le fonctionnement. Et en fait, dès le début de ma carrière, en fait, dès le début, j'étais un peu, pas déçu, mais j'étais pas trop à ma place, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que je me sentais pas, dans mon ADN, j'étais pas vraiment salarié. J'ai mis du temps à me rendre compte, je sais pas ce qui clochait. Parce que en fait, dans mes valeurs, dans mon système de valeurs, c'est la liberté, c'est les voyages, c'est le fait d'entreprendre, de faire des projets. Et t'avais quand même kiffé les études ou pas? Ou tu l'avais déjà senti? Si. Ah non, les études, j'ai adoré. Mais en fait, pour moi, l'idée avant des entrepreneurs, c'est de monter sa start-up. Donc j'assistais à des... Je sais pas si tu connais Startup Weekend. Ça me parle de nom, je crois, mais je suis pas sûr. En fait, t'as tout un week-end pour monter ta start-up. Donc c'est-à-dire que t'arrives le vendredi soir, tu pitches ton idée en 1 minute. D'accord. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, c'est ça. Ensuite, le lendemain, tu dois le pitcher et après, on te fait des retours, machin. Ça. Et le surlendemain, tu dois le repitcher. En fait, c'est le vendredi soir même. Tu crées déjà ton équipe. En fait, tu pitches ton idée et ensuite, une fois que tu pitches, en fait, il y a des systèmes de pastilles. Et en fait, toi, en tant que futur entrepreneur, tu mets ta pastille sur les projets qui t'intéressent. Et ensuite, tu constitues ton équipe en fonction de ces profils-là. Donc, il y avait des profils de designers, de développeurs, de business. Donc ça, c'était quand tu étais en école ou c'était pendant que j'étais en école. Pendant que j'étais en école. Et même au début de ma carrière aussi sur Paris, ingénieur. Et, parce que pour moi, dans mon idée, c'était vraiment de créer sa start-up. J'avais pas l'idée d'être solopreneur, tu vois. Et, faire du coaching, etc. Exactement, pas du tout. Et du coup, ça m'intéressait énormément. T'as gagné ce Startup Weekend? Alors, j'ai pas gagné, mais une fois, en fait, il y a différents prix. Et en fait, j'avais un prix où j'étais MVP. En fait, c'est Most Valuable Product. C'est le projet qui a le plus vocation. Exactement. On avait une bonne équipe de dev, donc il y avait une application assez fonctionnelle. Donc, Et t'as pas voulu d'ailleurs partir sur ce biais-là, du coup? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que il y a une startup qui fonctionne sur je ne sais pas combien. Finalement, malheureusement, contrairement à ce qu'on peut croire, il lève des millions, mais il gagne pas tant d'argent que ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup de temps investi, beaucoup d'argent, des fois, sacrifice, d'énergie pour très peu de résultats. De stress?
Beaucoup de stress aussi. C'est vrai que quand tu as la pression financière des investisseurs derrière qui veulent qu'il y ait du résultat, je pense que tu as aussi une pression. Et en fait, je voyais des personnes qui ont monté leur startup. En fait, ils n'avaient pas de vie. Enfin, ils faisaient que ça, quoi. Ils bossaient H24 tout le temps. Et en fait, ça me ressemblait pas. Ça me ressemblait pas, mon rythme de vie. Et c'est à ce moment-là que du coup, je me suis un peu éloigné. Enfin, j'ai mis de côté cette idée, finalement. Je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à apprendre justement sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat. Et je me suis lancé dans le sud de l'immobilier en 2018. Ok, et t'as été diplômé en quelle année 2015. Ok, donc ça allait assez vite quand même. J'arrive à Paris en 2016. Ok. De 2016 T'as fait quoi pendant un an j'ai travaillé. Ah oui, pendant... À Tours Non, entre 2015 et 2016, c'est ça j'étais... En fait, j'étais diplômé de Polytech 2014. 2015, j'avais le deuxième diplôme. Ok, il y a Tours. Voilà. Et 2016, j'arrive à Paris pour travailler. Ok, voilà. Mais du coup, entre 2015 et 2016, t'as voyagé ou t'as fait... non, j'avais une petite pause. Ouais, en gros, t'as été diplômé en juin, machin, t'as pris l'été, et puis le temps de trouver du taf, t'as commencé en janvier à Paris. C'est ça, exactement. En plus, j'avais une intervention chirurgicale, donc j'étais un peu en pause. Ok. Et donc, t'es arrivé à Paris, t'as fait quoi comme très rapidement, comme taf j'étais dans une ESN. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien à Paris, c'est que quand tu cherches un job en tant qu'ingénieur, surtout dans l'informatique, franchement, t'es sollicité, ultra sollicité, de partout. Et donc, je suis tombé sur une société, une ESN, en fait. Donc, ça, c'est pour parce que c'est un job que j'ai découvert il y a quoi il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, parce que j'ai failli faire de l'alternance là-bas. Ou peut-être un peu plus maintenant. Finalement, j'ai dit non, je préfère payer l'école et me lancer à fond dans ce que je fais. Mais c'était exactement ça. C'est des modèles. Alors, tu me dis, normalement, c'est tout le temps ça, mais en gros, c'est un peu du portage. T'es salarié de la boîte et eux, ils te revendent à d'autres structures et tu travailles dans d'autres Exactement. C'est un business de ouf, ce truc-là. C'est un business de malade. Il y a des rentas de fou. C'est un business de ouf. Mais vraiment. En fait, clairement, c'est du business de cerveau. En fait. C'est-à-dire qu'on va louer ton cerveau à une boîte, en fait. Tes connaissances, genre tes gros, skills. On te paye 400 € par jour ou 300 € par jour et ils te vendent 1000 balles par jour. Et moi, on m'avait recruté pour être commercial et pour vendre ces personnes. C'est ça, exactement. C'est un truc de ouf. Et moi, j'ai halluciné sur ce business. En fait, ce qui me fait halluciner, c'est de me dire, mais pourquoi, toi, en tant qu'ingénieur informatique, tu veux pas directement aller te vendre à la société ? C'est relou ou qu'est-ce qui fait que vous allez tous vers des ESN ? La facilité ? En fait, c'est que déjà, il y a une stabilité. Par exemple, quand tu es dans une ESN, tu as un CDI. Donc déjà, tu peux emprunter dans l'immobilier, tu peux acheter ta maison. C'est beaucoup plus stable. Si tu es un père de famille avec tes enfants, par exemple, c'est beaucoup plus stable d'avoir des revenus sur le long terme. Alors que si tu es en freelance, du jour au lendemain, si tu n'es plus dans la mission, tu n'as plus de revenus. Donc ça apporte une stabilité. Et donc c'est pour ça que ça dépend de chacun. Il y a des personnes... en fait, finalement, c'est un peu le clé en main du job pour un informaticien ou pour des personnes dans le tech. Parce que finalement, on te met tout pour que ça soit confortable pour toi. Exactement. Finalement, tu es salarié d'une boîte dans laquelle tu travailles jamais. Ouais, c'est ça. À chaque fois, on te met sur d'autres missions. Même, des fois, je me dis, mais j'ai pas l'impression d'appartenir à la société parce que je suis chez le client. Je suis chez le client, donc j'ai pas l'impression d'appartenir à la boîte, quoi. Ouais, t'étais plus proche finalement des collaborateurs du client chez qui t'étais. Bien sûr. Et ce qui est dingue, c'est que même quand t'es chez le client, ils font une différence entre les gens qui sont internes, les salariés qui sont internes à la boîte, et toi qui es externe, qui est consultant. Ouais. Donc en fait, t'es jamais à ta place, en fait. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que moi-même, je me suis dit, mais j'appartiens à qui ? mais du coup ça se matérialise comment cette différence ? Tu le ressens. Tu vois, par exemple, les internes à la société, ils ont droit, par exemple, à la cantine. Toi, tu n'y as pas le droit. Ok. Par exemple, tu vois. Eux, ils vont se faire des meetings entre eux, et nous, on n'y a pas le droit. Tu vois, on n'est pas conviés à certains meetings. Ah ouais. Tu vois, donc ça crée une différence. Donc des fois, tu as des mecs qui sont en mission depuis 3 ans et tu as des gens qui sont arrivés depuis 6 mois dans la boîte et ils sont plus intégrés dans la boîte que la personne qui est là depuis 3 ans. Bien sûr, mais clairement, bien sûr. Et ça crée une différence. Donc c'est là où tu te dis, mais en fait, je suis juste une pièce rapportée dans le schéma. Je viens apporter mon expertise. Et en fait, c'est ma société, mon ESN qui me le... Du coup, tu n'as même pas ce sentiment d'appartenance que tu peux avoir, la fidélité un peu que tu vas avoir à une boîte, etc. Ok, intéressant. Donc ça, tu l'as fait pendant 3 ans ? C'est ça. 2 ans, 3. Ouais, à peu près 3 ans. Jusqu'en 2018 à peu près, c'est ça ? Plus, parce que tu sais, pour lever des crédits. Ouais, bien sûr, ok. Je l'ai fait pendant longtemps. T'as terminé quand ? Là, il n'y a pas si longtemps. Ah ouais ? Quelques mois. Ok, ça marche. Donc t'as fait ça du coup pendant 5-6 ans ? Ah oui, je l'ai gardé au maximum parce que le but c'était vraiment de lever et la banque
et beaucoup plus rassuré avec un CDI, clairement. Ouais, et puis ça devait être des bonnes rémunérations sur Paris. Ouais, ça franchement, ça va. de la dette. Ouais, ça va. Ok. Ok, donc du coup, t'as continué. Ah ouais, donc t'as continué quand même pendant pas mal d'années. Ah oui, maximum, ouais. Et quand est-ce que t'as eu, alors c'est en 2018 ce déclic ou tu l'as eu avant? Et est-ce que ça s'est matérialisé par quelque chose? C'est quoi? C'est une vidéo que t'as vue ou c'est un enchaînement de choses? En fait, avant, j'avais la vision de juste, d'être dans mon travail et puis de pouvoir monter en carrière. Et en fait, les déclics, c'est un voyage. Je suis parti 3 semaines en Thaïlande. Ok. Et en fait, ça m'a tout chamboulé, mon état d'esprit. Mais vraiment, tout. C'est un voyage. En fait, tu vois que des fois, il suffit d'un voyage. Mec, c'est marrant parce que moi, j'ai eu la même chose en Indonésie. Ah, c'est marrant. C'est plus sur la situation perso pour le coup, c'était pas la situation pro. Ah, d'accord. Mais ça m'a chamboulé. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Moi, c'est vraiment le voyage. Ouais. En fait, je suis revenu à Paris. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Clairement. Parce que en Thaïlande, je vivais ma meilleure vie. Je rejoignais des amis qui vivaient là-bas. Ouais. Tu te croirais vraiment au paradis, limite. Ouais. Il y a le soleil, tu manges bien. Ouais. T'es souriant. T'as un pouvoir d'achat aussi. T'as un pouvoir d'achat de fou. En fait, clairement, en fait, c'est comme si t'avais un avant-goût de la richesse, quoi. Tu vois? Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Nous, moi, avec des potes, on est parti. Donc, moi, je pars en vacances depuis 12 ans maintenant avec des potes, tous les ans. Et en fait, alors ça a un petit peu évolué le groupe au fur et à mesure, t'imagines. On a commencé en 3e, donc c'est plus tout le temps les mêmes personnes. Mais il y a quand même un noyau dur qui se fait dans le temps. Ouais. Et quand on est parti en Indonésie, là tu goûtes à une vie de multimillionnaire. C'est ça. Parce qu'avec 2 000 € par mois ou 3 000 € par mois, t'as un pouvoir d'achat, alors ça dépend où tu vas, etc. Ça. Mais nous, je me souviens, en plein mois d'août, on a loué une baraque qui faisait, en plus on était 9, 750 mètres carrés. On était 9 dans la maison, on avait 6 personnes qui travaillaient pour nous dans la maison. On avait 2 personnes pour le ménage, 2 personnes pour la cuisine, un intendant et un chauffeur. Tu vois. Et ça, chauffeur, pour le coup, en plus, c'est vrai que c'est le grand luxe. En fait, t'as une personne, t'as même pas besoin d'appeler un taxi ou quoi, t'as pas besoin d'attendre. La personne est full-time disponible pour t'emmener où tu veux partout. Et tu vois, on payait 40 € par jour, tout compris, chauffeur, voiture, essence. En illimité. C'est la folie. 40 € par jour, à 9. Donc t'imagines, ça faisait 5 balles par tête. Ah non, mais c'est la folie. C'est la folie. Tu mangeais, je sais pas si t'as vu ça, mais moi en Indonésie, quand on mangeait, ça m'a marqué. On était donc 9 à table. On en a eu pour 6 €. Pas par personne, mais au total. Non, ça bat des records. Plat, dessert, boisson. Et on n'a pas du tout regardé les prix. Bah oui, on a acheté. Et en fait, la dame, quand même, elle me dit 6 € s'il vous plaît. Et du coup, je dis par personne. Non, pour l'ensemble. Non, mais c'est là où tu te dis, mais what quoi? Ça existe ça? Et moi, c'est pareil. Avec mon binôme de voyage. En fait, on faisait des hôtels de luxe. On prenait tout le temps le taxi. Ouais, là-bas, tu te poses pas la question. En Colombie, cet été, c'est la première fois que je vois ça. Sur Uber, tu commandes des taxis, c'était moins d'1 €. C'est-à-dire que c'était en centimes que tu payais ton taxi. Mais c'est ça, en fait. Et quand tu as goûté à ça, tu te dis, waouh, mais pourquoi je pourrais pas avoir cette vie-là, en fait, tu vois, Et finalement, tu te rends compte que tu n'as pas besoin non plus d'avoir 50 000 € par mois pour vivre cette vie-là en Thaïlande. Exactement, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Ok, et donc du coup, ça a été un déclic intellectuel. C'est ça, gros déclic, parce qu'en plus, c'était en février-mars, c'était en 2018, 2018, février-mars 2018. Ah oui, le déclic, il s'est fait très vite, par contre. Très rapidement, tout s'est enchaîné. Mai, juin, t'as attaqué très rapidement, ça s'est enchaîné, Ok. En fait, si je veux même faire le tout début, si je veux parler du tout début, ça vient même de 2017. Ok. Parce qu'en fait, ce qui a planté la graine, c'est que en fait, je me suis lancé dans les crypto-monnaies en 2017, octobre-novembre. Okay. En fait, j'ai un ami, tu vois, il est un peu proche de ses sous, tu vois, il va pas mettre de l'argent un peu partout, tu vois. Et là, je le voyais mettre des bonnes sommes tous les mois dans la crypto-monnaie. Tu dis, il y a un truc. Ouais, je me suis dit, si lui, il met de l'argent, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser, etc. Et là, moi aussi, je commence à mettre de l'argent. Et là, truc de fou. Là, ça m'a trigger. Mon portefeuille. En plus, à ce moment-là, c'était le premier moment où ça a pété. C'est ça. T'as acheté à combien, tu te souviens? J'avais acheté du Ripple à 14 centimes, je crois. Et c'était monté à 2 $. Et je fais x10, plus de x10, et je me dis, waouh, c'est quoi ce délire, quoi. Et donc, en fait, vraiment, je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'arrivais pas à dormir de la nuit. Ah ouais? Non. Mais quand tu fais x10 et que tu te dis, mais c'est bon, ma vie, elle va changer. En fait, t'es plus sur Terre, en fait, t'es sur la Lune. Et alors, je sais pas si t'as fait aussi, mais je trouve que le choc intellectuel aussi, c'est de se dire que l'euro que tu gagnes à bosser, à te faire chier, à faire un truc où tu prends pas de plaisir, c'est le même que celui que tu peux gagner en faisant x10 sur la crypto, par exemple. C'est ça. Alors, en l'occurrence, pas de l'euro parce que c'est sur la crypto, mais sur le principe, c'est la même chose. Tu fais le changement, tu convertis en euros. C'est pareil. Dans l'immobilier, c'est pareil. Le premier loyer, je trouve qu'il est choquant parce que tu te dis, en fait, les
500 € que j'ai touché là ou les 500 € de loyer, sur le compte, c'est la même chose. Ça me Exactement. servira à la même chose. Mais exactement, c'est ça. Et en fait, du coup, ça chamboule tout ton schéma de pensée. Ouais. Tout, ça te chamboule tout. Ouais. Et en fait, quand je vois Par contre, le système est bien fait parce que du coup, on t'a quand même mis en tête quelque chose et depuis que t'es tout petit. Et donc finalement, quand tu découvres ce sujet-là, tu te dis putain, il y a aussi une autre manière de faire les choses. Bien sûr. Ah oui. En fait, c'est le fait d'avoir mis mon argent en plus que j'avais épargné et de voir que ça pouvait faire des trucs de fou. En fait, ça m'a déverrouillé. En fait, ça a vraiment déverrouillé un truc chez moi de me dire tiens, il y a la case investisseur. Tu vois. Ouais. Et t'avais gagné beaucoup d'argent à cette époque-là sur ce sujet-là ? Bah, pas énorme, mais plusieurs dizaines de milliers. Quand même. Dizaines de milliers, quoi. Ouais. Et c'est là où tu alors dis, que t'étais encore, tu t'es fait quasiment un salaire annuel. Oui, bien sûr. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi. C'est quoi ce délire ? Et je t'assure, j'arrivais pas à dormir de la nuit. J'arrivais au travail le matin avec des yeux éclatés. Vraiment. Et t'arrivais à te focus quand même ? T'arrivais à bosser ou... C'était trop dur. Franchement, j'arrivais pas à me concentrer. Même des fois, j'étais en réunion, j'avais qu'une envie, c'est de regarder les cours, quoi. C'est de regarder les graphes, tu vois. Vraiment, je me suis dit, mais j'étais déconnecté. Vraiment déconnecté de la réalité. Tu vois, c'est comme dans un film où t'es genre un intrus. T'es là, mais t'es pas là, en fait. Et du coup, mais c'est marrant parce que t'as quand même réussi toutes ces années derrière. T'as réussi à trop focus derrière dans le boulot ou là t'as été un zombie pendant... Alors, il y a eu ce premier déclic, mais après j'ai quand même continué à travailler assidûment. Mais il y avait ce premier déclic où je me suis dit waouh, je suis plus dans le. Ouais, je suis plus dans le système. aligné. Ouais, je suis plus aligné. Ouais. Déjà, ça avait créé un truc chez moi. Okay. Et ensuite, moi, j'avais aucune connaissance en trading ou marché financier. Et en fait, je me prends un gros crash au mois de janvier. Ouais. Parce que c'est ça. Hein. Ouais. Et moi, pour moi, je me suis dit ça va aller à la lune, quoi, to the moon. Ça va aller beaucoup plus haut, ça va aller à $10. Et donc, j'avais pas anticipé ça. Et là, je me prends un gros crash. Et là, je comprends pas. Et là, du coup, je me dis, attends, il faut que je me forme. Je commence à me former à fond sur les marchés financiers, à comprendre le trading, etc. Et donc, du coup, j'ai pris une partie de mes profits, même si j'aurais pu avoir plus. Ce qui t'a permis de partir en Thaïlande, peut-être aussi ? Même pas, non, c'était déjà prévu. Okay. Et en fait, du coup, j'ai mis en suspens les cryptos. Je pars en Thaïlande. Je vois que ça me déconnecte. Je reviens au travail. Là, ça a été le second déclic où tu t'es dit... mais là, second déclic, voilà. Il y a eu plusieurs déclics. Ouais. Là, tu t'es achevé tout seul, quoi. Exactement. Deuxième déclic, où là, je vis ma meilleure vie. Je reviens à Paris, dans mon open space. je retourne sur ma tête, tous mes collègues, ils sont déprimés. Ok, ils gagnent bien leur vie. Ils sont déprimés, ils sont négatifs. C'est intéressant ce que tu viens de dire, pardon de te couper, mais négatif, c'est un point hyper important. Bien sûr. Je sais pas, moi par exemple, c'est aussi pour ça, je pense que malheureusement, je pouvais pas, plein d'autres raisons, mais je pouvais pas convenir au système classique. C'est que les gens sont malheureux, et moi je m'imprègne, j'ai l'impression que je prends l'énergie des gens qui sont autour de moi. Et si je suis dans un environnement où les gens sont malheureux, alors moi c'est terrible, je suis au fond du seau. Voilà. Alors que si les entrepreneurs, ils sont toujours ultra positifs et ultra motivés, ultra contents, le sourire, tu vois, et ça fait un bien fou, quoi. En fait, moi j'ai toujours été un peu un ovni dans ce monde de l'entreprise, parce que moi je suis de nature très ambitieuse, très optimiste, et en fait je vais de l'avant. Et en fait j'étais dans un cocon. Mais je me rendais pas compte à ce moment-là que en fait, les gens, ils étaient pas comme moi, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une spirale infernale de négativité, de jugement, de limitation, de croyances limitantes. Et c'est quand j'ai compris la puissance de l'investissement, de l'entrepreneuriat, et en fait, je me suis dit, en fait, non, je suis pas salarié. En fait, dans mon ADN, je suis pas fait pour être salarié. Tu vois. Et donc, j'arrive, je reviens au boulot, je vois que tout le monde comme ça. Et je me suis posé la question à moi-même, Yacine, est-ce que t'es comme ça ? Est-ce que tu veux ressembler à ça plus tard, tu vois. Ok, tu vas plus gagner, tu vas monter dans l'échelon, mais est-ce que plus tard, tu veux être comme eux ? Non. Tu vois, tu veux pas être comme eux, ils ont pas le temps, ils sont stressés, tu vois. Et je sais pas si ça te le fait, tu vois, par exemple, avant-hier, j'étais à Nantes. J'étais à la gare. Et là, je me suis repris une petite claque. Au moins, ça fait du bien aussi, une fois de temps en temps, de se dire que des fois, on est dans un écosystème, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très agréable. Je vais m'asseoir, je vais à la gare, donc je voulais bosser, tu vois, et puis à la gare de Nantes, je sais pas si t'es déjà allé à la gare de Nantes ou pas ? Oui. Tu sais, ils ont refait la gare et en haut, tu peux t'asseoir, tu peux brancher ton ordi, et puis comme ça, tu bosses, t'as des tables pour bosser, t'as les chaises et tout, machin. Il y a un monsieur qui était assis, et du coup, par politesse, donc je retire mon casque et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir ? Est-ce que la chaise est prise ? Et il dit, non, c'est pas réservable ici. Et il me dit, évidemment que c'est pas pris. Et je dis, ça aurait pu, vous auriez pu attendre quelqu'un. Ah bah oui, peut-être. Et là, j'ai remis mon casque et je me suis dit,
mais c'est qui ce connard en vrai? Je suis poli, je suis gentil. Je me serais assis comme ça, il m'aurait demandé, il m'aurait dit bah ça va, vous me demandez pas si quelqu'un prend la chaise. Et là je lui demande et il m'agresse direct. Et je me suis dit mais il fait quoi dans sa vie ce monsieur? Enfin, peut-être qu'il a eu des choses qui sont passées, mais tu vois, il y a des profils comme ça, ils sont toujours dans l'agressivité. Tu leur demandes quoi que ce soit. J'ai travaillé très peu, mais je voulais comprendre un peu ce système-là. En 2020, tu vois, quand il n'y avait plus rien à faire avec le Covid, mes parents, enfin mon père en l'occurrence, j'étais chez mon père, il habitait à la campagne. On allait bosser dans une usine. Bon, je suis resté que 3 jours. J'avoue que j'ai pas pu tenir plus, mais je suis quand même allé 3 jours dans cette usine. D'une négativité absolue. Tu poses une question, tu as l'impression de faire chier tout le monde, alors que tu arrives, c'est normal que tu comprennes pas au départ. Tu parles de sujet, bon bah évidemment, alors là tu parles d'immobilier et tout, c'est même pas la peine. Tu fais chier tout le monde. Donc c'est vrai que des fois c'est pesant comme environnement. Moi, en fait, c'est ce que je me suis dit. Et aussi, je me dis qu'en fait, moi je leur en veux pas ces gens-là parce qu'en fait, ils évoluent dans un environnement qui les pousse pas à penser autrement. Et en fait, du coup, ils sont dans cette spirale et en fait, ils s'auto-alimentent. Tu vois, c'est-à-dire que la négativité s'auto-alimente. Et quand t'as pas cette prise de conscience, tu peux pas en sortir en fait. C'est pas possible. C'est que t'es tellement dans ce carcan-là que non, en fait, c'est une normalité pour toi. Je comprends. Et tu mets cette même personne dans un autre environnement plus positif, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il change. Mais c'est sûr. Ça, en fait. Mais c'est sûr, il devient positif. Bien sûr, mais il est malheureux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en même temps, moi, j'ai plus une philosophie où j'ai le sentiment. Après, c'est facile à dire et je sais que c'est pas toujours accepté comme vision, mais j'ai plus tendance à me dire, il faut essayer de se débrouiller par soi-même, essayer de trouver des solutions, etc. Et c'est vrai que les gens sont quand même attentistes, je trouve, sur beaucoup de choses. Et du coup, ils se font un peu par système où en fait, il y a des intérêts économiques où les gens ont des intérêts à les positionner à des endroits. Et du coup, t'es une marionnette à un moment donné et tu dois suivre ce système-là. Pour autant, est-ce que, je veux dire, quand tu es malheureux, est-ce que tu dois en faire subir les autres? La situation doit être subie par les autres, je suis pas certain. Moi, quand j'étais, parce que j'ai fait un petit peu d'alternance pour le coup, j'étais pas forcément le plus heureux à faire ça. Est-ce que je faisais subir les autres? Je pense pas. Tu vois. Et là, j'ai un copain, par exemple, qui est d'ailleurs qui écoute le podcast, peut-être se reconnaître, mais je lui ai dit plusieurs fois, il est chef de chantier. Donc, tu vois, un métier où tu dois gérer de l'humain, pas possible. Les artisans, c'est compliqué, ils gèrent des projets de construction. En fait, il est énervé tout le temps. Et du coup, on subit la situation. Je lui ai dit, mais tu sais, il s'appelle Louis. Je lui ai dit, Louis, la situation, elle est compliquée pour tout le monde. Quand tu es entrepreneur, des fois financièrement c'est compliqué parce que tes factures elles sont pas réglées, donc tu es en attente, tu dois payer d'autres personnes, tu as un stress parce que du coup il faut que tu génères du business constamment, même si tu as du recurring sur d'autres sujets, tu as des investissements, tu prends des risques, des fois ça marche pas, etc. Donc c'est jamais facile pour personne. Même si nous au quotidien on est peut-être heureux parce qu'on est content de faire ce qu'on fait, c'est pas une situation qui est facile pour tout le monde, hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de situation parfaite et c'est pas parce que tu es malheureux dans ta situation que tu dois en faire subir les autres. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à se détacher de ça et de s'éloigner en fait de ces spirales infernales de négativité. Et je pense que c'est le mieux. Enfin, moi, je sais que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, naturellement, je me suis détaché de plein de personnes, en fait, de plein de gens. Ça s'est fait naturellement parce que on n'avait plus la même vision, forcément. Depuis 2018, du coup, ou là bien sûr, depuis 2018. Depuis 2018, clairement. Ça s'est fait naturellement. Parce que tu vois, je côtoyais des personnes, je me rendais pas compte qu'ils étaient négatifs. Tu vois. Tu le voyais pas? Non, je le voyais pas. Je voyais que les bons côtés et c'est après coup, je me suis dit mais en fait oui, c'est pas le droit du noir constamment quoi. Ouais, c'est ça. C'est du jugement, c'est des critiques. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu es entrepreneur, t'as pas le temps de juger les gens tu vois, tu te concentres sur toi, sur la positivité, sur l'enthousiasme, tu vois, t'as pas le temps de faire ça. Et tu vois les choses de façon optimiste, t'es dans l'action. T'es plus dans la réflexion, t'es dans l'action. Et donc ça s'est fait naturellement, tu vois. Ok, donc 2018, tu prends conscience, tu fais ton voyage en Thaïlande. C'est ça. Tu rentres. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix de... pardon, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est une colocation, c'est ça le premier lien? Exactement. Une colocation. À Tours, exactement. Okay. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là? Comment tu as mis les choses en place? Alors, pas par facilité, mais déjà, je connaissais j'avais un pote, deux amis qui investissaient déjà en colocation. Okay. Déjà, j'avais déjà comme un exemple de ce qu'ils avaient fait. Okay. Et je me suis dit, pourquoi pas faire aussi ce modèle-là, mais dans ma ville. T'avais pris une formation IMO? Alors à l'époque, non. J'avais fait que. T'allais direct, t'avais regardé des vidéos YouTube. Vidéos YouTube, par contre. Vidéos YouTube à fond. Et du coup, je m'étais beaucoup formé à ce niveau-là. Et très rapidement, j'ai commencé à faire les premières visites.
Et t'es allé vite parce que février, ouais, c'est ça. Tu reviens, mars, machin, le temps de se remettre en place, et mai, première visite. C'est ça, ouais. De mars à mai, c'était full. C'est simple. H24, j'écoutais du contenu immobilier. Olivier Seban Pas que, non, pas vraiment. Yann Darwin. Moi, c'est Yann Darwin. Moi, c'est vraiment Yann Darwin. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment Yann Darwin qui m'a mis dedans. Et H24, j'avais mes écouteurs dans les transports, partout. Ouais. Même pendant que je faisais ma vaisselle ou autre. C'était que ça. Ouais. Et aujourd'hui, moins, non? Ah non, plus trop. Mais putain, on a tous vécu le même parcours. Ah non, bah oui. Quand tu découvres le truc, tu penses tout. Fond. Et après, de toute façon, c'est tout le temps le même modèle. Moi, c'était une drogue. Je voulais écouter que ça. Mais c'est pas. J'avais plus de télé. Enfin, c'était que ça, en fait. Ah ouais, c'était ton focus. Ah bah oui. Ok. C'est là où j'ai commencé à ne plus regarder du tout la télé, les news. Enfin, je savais plus ce qui se passe. Pour moi, c'était full immobilier. J'étais piqué, en fait. Et aujourd'hui, tu regardes encore les news ou tu regardes non, ça fait des années que je sais plus ce qui se passe dans le monde. Okay. À part quand on me le dit. Tu sais ce qui s'est passé ce week-end quand même? Non. T'as pas vu que l'Iran a attaqué Israël? Ah si. Mais en fait, tu vois, les grosses news comme ça, je suis au courant. Mais moi, c'est pareil. Alors, moi, j'ai des potes qui sont vraiment déconnectés parce que hier soir, on en discutait. Ouais. T'es au courant que Paris a gagné hier soir? Oui, ça, je savais. Ça, on me l'a dit. Ça, on me l'a dit. Mais hier soir, on en parlait. Et Paris a gagné hier soir parce que hier soir, il y avait le match de quart de finale Paris-Barcelone pour la Ligue des Champions. Ouais. Mais hier soir, on en parlait. Ouais. Et pour le coup, j'ai quand même quelques notifs, moi, sur le téléphone. Et ça me permet d'avoir les grosses infos. Et eux, ils étaient même pas au courant que l'Iran avait attaqué Israël. Waouh. Donc, c'est fou, ça. Ouais. Fou. Tu vois, comme quoi. Ouais. Parce que ça reste quand même une news importante. News, bon, après, en général, c'est ce que je me dis, les grosses news, ça arrivera toujours à tes oreilles. Tu finis par les entendre. Ouais. Ok, et donc du coup, t'as tout coupé, t'as switché. C'est ça, j'ai tout coupé. Ta famille et tout, quel impact? Ils l'ont vu ou... Ouais, en fait, moi, je suis fils d'ouvrier. Donc, eux, ils n'ont pas du tout la mentalité d'investisseur, d'entrepreneur. Okay. Eux, c'est tu vas faire ces études, tu réussis dans la vie grâce à tes études. Déjà, ils étaient fiers que tu sois ingénieur. Ah, énormément. Ah, grave. Bah oui, énormément. Et c'était très content. Ils m'ont poussé dans les études, tu vois. Et donc, très content, mais ils n'avaient pas l'aspect risque et le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours aussi contents que tu te lances dans l'entrepreneuriat et tout? Mais au début, ils reportaient leur crainte sur moi. Me dire, mais t'es sûr, c'est risqué, ouais, mais c'est cher, tu vas pas investir. Ouais, mais c'est trop cher. Enfin, tu vois. Et alors qu'en fait, c'était jamais bien. Voilà. et en fait, du coup, j'ai compris que c'était pas dans leur système de pensée. Et donc, je les ai laissés penser ça. Et tu leur en parles encore aujourd'hui ou pas? Ah oui, là, à fond. Si. Alors, du coup, justement, au début, je me protégeais. Okay. Du coup, j'évitais de trop leur en parler pour pas me laisser impacter. Parce que même si t'y crois pas, on te le dit, donc ça t'affecte un peu. Donc, j'évitais de trop leur en parler. Et en fait, quand j'ai commencé à acheter mon premier appartement, deuxième appartement, ils ont vu que ça marchait bien. Et là, j'ai commencé à plus leur en parler parce qu'ils savaient que ça marchait. Une fois que j'ai fait les travaux, que c'est loué, ah ouais, ça fonctionne bien en fait, tu vois. Donc c'était des peurs irrationnelles, c'est dû au fait de la méconnaissance finalement. Ouais, bien sûr. Et on veut toujours ton bien. Ouais. On veut toujours ton bien, donc forcément, je leur en veux pas. Et donc j'ai continué dans ce. Donc 2018, tu t'enchaînes les visites. Exactement. Assez rapidement finalement. Ouais, assez rapidement, ouais. Et c'est marrant parce que en fait, j'étais tellement matrixé par le contenu très théorique qu'en fait j'ai suivi à la lettre un peu le process d'achat en fait. Le fait de faire des visites, de faire des offres vraiment tabassées. Et mon premier bien, j'ai mis entre la visite et la signature, j'ai mis au moins 2 mois avant de l'acheter. Parce que en fait on était en égo avec le vendeur. Ok. C'est ça qui est fou en fait. Et l'agent IMO... c'est pour ça que tu as signé ton acte authentique aussi tard. C'est ça, parce que en fait, moi je me disais toujours, voilà, faut agir en mode robot, il n'y a pas d'émotionnel, il y a juste le tableau Excel de rentabilité qui me dit que c'est oui ou non. Moi, je ne descends pas à tel prix, parce que sinon, voilà, moi... Quel rendement target sur cette coloc au départ? Là, en net, je voulais au moins du 10% net. D'accord. Au moins 10%, sachant qu'en brut, il peut y avoir au moins 13%. Et là, c'était ça. Et en fait, j'ai fait des offres vraiment très basses qui étaient refusées. Et le vendeur, il a refait une négo. Il a refait une proposition plus basse. Et en fait, c'est là où je commençais à négocier. Et je laissais des silences en mode je veux plus acheter. Et c'était l'agent immobilier qui me relançait, qui me disait bon alors monsieur, faites un petit peu un effort, etc. Et en fait, j'étais en position de force. Il n'y avait pas cet engouement qu'on peut avoir maintenant où les gens achetaient assez facilement. Du coup, ça a mis un peu de temps, mais au final, on est arrivé à un très bon prix. Et là, tu l'as acheté combien? Tu te souviens des chiffres? Ouais, 83 000. Donc net vendeur ou acte en main? FAI, ok. FAI. Tu rajoutes les frais de notaire. Ouais, c'est ça. Travaux, j'imagine un petit peu. Travaux, c'est ça. Donc j'étais arrivé à une enveloppe de 147 000.
147 000, ok. Ouais, travaux compris. Et t'avais combien de chambres? 4 chambres. 4 chambres. Ok. Et tu loues quoi? 400 balles la chambre, j'imagine? 450 la chambre. Hors charge comprise, 450. Charge comprise. Ouais, exactement. 450. Donc 400 hors charge à peu près la chambre. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, okay. c'est ça. Ok, ça marche. Ouais, donc belle OP. Et t'arrives à avoir un taux de remplissage proche de 100% à Tours? Ouais, franchement, ouais. Ok. Ouais. C'est tout le temps plein. Ok. Parce qu'en fait, c'est une ville très étudiante. Ouais. Donc ça draine pas mal. Okay. Et c'est à 1 heure de Paris en train, depuis Montparnasse. Ouais. Et ouais, il y a pas mal de jeunes actifs. Ok. C'est cool. Donc tu remplis quasiment constamment. C'est ça. Sachant qu'au début, vu que c'était avril-mai, j'avais pas non plus énormément de demandes. Ouais. Donc j'ai mis l'appartement full en Airbnb. Ok. Et c'est temps marrant de faire les travaux, c'est ça que tu veux dire? Et c'est marrant, ça rejoint ta stratégie. Parce que je l'ai mis sur Airbnb. Ouais. Et comme par hasard, je suis tombé sur une entreprise qui me le louait à la semaine, qui venait de sûr. Paris. Bien sûr. Et donc je l'ai loué à la semaine. Et là je fais waouh, c'est quoi ce délire quoi. Et en fait, vu que j'ai fait du beau, du quali, ils ont eu un gros coup de cœur sur l'appartement. Et on dit monsieur, nous on aimerait vous louer sur le long terme, à partir de septembre. Ouais. Et donc je fais waouh, bah oui, pourquoi pas. Ok. Et tu les as eu combien de temps? 3 ans. Bah voilà, mais c'est ça qui est fou quoi. C'est ça qu'il faut faire. En fait, du coup, j'ai même pas fait de coloc. C'est ça qu'il faut faire. Non, mais tu te rends compte, c'est. Bah bien sûr. Ouais, mais je suis tombé dessus malgré moi. Et t'as pas voulu continuer derrière? Bah alors après, il a fallu. En fait, en fait, c'est que c'était une question de simplicité. J'aurais pu continuer, mais il fallait trouver l'entreprise, etc. Ah bah c'est sûr. Bah nous notre modèle, c'était plus compliqué de trouver l'entreprise. Notre modèle aujourd'hui, c'est en effet, l'enjeu, c'est de trouver les entreprises, parce que l'entreprise t'es dépendant d'une seule. Ouais. Mais si t'as les entreprises et que derrière après t'as ton modèle, bah après ça roule tout seul en fait. Ouais. Et le marché est beaucoup plus staffé en Ile-de-France. Hein. Ah oui. Bah oui, c'est ça. Ça nous sort des rendements. Enfin, et en plus l'avantage c'est que toi t'as fait quoi? T'avais fait un bail d'habitation avec eux? Ouais. Okay. D'habitation meublée. Parce que sinon, tu fais un bail commercial meublé, comme je te disais tout à l'heure, tu as l'engagement de l'entreprise, c'est hyper confortable. Hein. Ouais. Laisse tomber. Hein. Ah oui, mais c'est ça, mais bien sûr. Est-ce que du coup, ça fait combien d'années que tu l'as cette coloc? Ça fait 6 ans? 5 ans? Ouais, c'est ça, depuis 2018. Et est-ce que tu as ressenti une différence entre la gestion avec l'entreprise et la gestion ouais, il y a quand même plus de gestion en coloc, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est vraiment ça la philosophie. Hein, ah, mais bien sûr, clairement. Après, c'est aussi ce canal d'acquisition de nouvelles entreprises pour justement relouer. Et justement, je voulais continuer sur ce modèle-là, mais souvent les entreprises restaient 1 mois, 2 mois, c'était pas du long terme. Ouais, peut-être parce que Tours, le marché s'y prête pas beaucoup aussi, c'est ça. Ou peut-être parce que c'était pas ces entreprises-là, parce que tu proposais ce modèle-là. Mais c'est vrai que ce modèle, la limite peut-être, c'est que tu peux pas le faire partout tout le temps. Exactement. Mais tu as des villes, de toute façon, le marché immobilier à Paris, il est tellement gigantesque sur l'Île-de-France que tu as déjà de quoi t'occuper une partie des investisseurs français. Bah, c'est ça. Mais nous, on le fait sur Saint-Nazaire, on a une vingtaine d'entreprises en partenariat, tu vois. Avec qui on bosse et qui font ce genre de trucs. Hein. Et eux, ils te prennent. Puis en plus, je sais pas si toi c'était le cas, bah, du coup, ils te l'ont pris. T'as réussi, tu louais plus cher ou pas à l'entreprise? Ça, c'est un truc de fou. Ah bah voilà, bah tu vois, c'est un truc de fou. Tu sais pourquoi? Parce que je suis passé de 13% à 21% de rentabilité. Bon bah tu vends mon modèle, tu vois. Non mais c'est un truc de fou. En train de le vendre pour moi. Non mais c'est vrai. Mais c'est marrant, et t'as pas voulu continuer derrière? Bah, tu t'es pas dit il y a un truc? Si, si, parce qu'en plus, je me suis rendu compte que j'étais le seul sur le marché. Parce qu'une colocation, enfin un appartement meublé de 4 chambres à Tours, j'étais quasiment le seul. J'étais quasiment le seul. Tu louais combien pour qu'on ait une idée, tu te souviens? Bah en fait, justement, c'est là où tu vas me dire je suis un ouf. Je le louais, en fait, si je prenais que le prix Airbnb, en fait, dans ma négociation, parce qu'en fait, il fallait fixer un prix. Et pardon de te couper, tu vas y venir, mais parce qu'en plus, c'est stimulant d'en parler. Mais en fait, tu viens de le dire toi-même, ils t'ont contacté sur Airbnb. En fait, quand tu fais ce type de modèle, tes concurrents, c'est pas ceux qui louent les logements, mais c'est les hôtels et Airbnb Booking. C'est ça. Parce que eux, ils voient combien ils paieraient avec Airbnb Booking, etc. Exactement. Et les hôtels. Et donc, toi, ils te disent, OK, bah en fait, on a pour 5 000 € par mois, machin. Donc, nous, on est prêt à vous filer 4. Bien sûr, ça nous coûte moins cher. Ouais, parce que sinon, ils étaient en hôtel. Ils n'étaient pas en concurrence avec les logements. Exactement. Et c'est là où, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a des rendements cool. Parce que du coup, ils louent plus cher. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr, c'est un très bon modèle. Mais vraiment, je l'ai expérimenté malgré moi. Mais vraiment, c'est ça qui est fou. Et il y en a plusieurs qui se sont retrouvés dans ta situation et qui ont en fait loué en location courte durée. Et les entreprises qui ont dit, aux côtés, vous êtes bien sympa, mais on a une mission quand même sur une durée plus longue. Nous, à Saint-Nazaire, ça nous permet d'avoir des rendements, top. Explose tout. En fait, on fait du clé en main où on arrive à sortir.
Tu vois, on fait des projets entre 8 et 13 clés en main. Ah, c'est ça. Avec tous nos frais, les travaux, les machins, et les gens, ils ont rien à faire. Ça m'étonne le pas. truc tourne c'est un très bon modèle. Et en plus, tu as une sécurité absolue. Et si tu arrives à mettre la responsabilité des aménagements intérieurs pour le qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est ultra passif. Avec du résidentiel. C'est ultra passif. Bah oui. En plus, moi, je fournissais tout. C'est-à-dire qu'il y avait les serviettes. Ouais, donc toi, pour le coup, les consommables, il y avait tout. Tu te faisais plus chier. Nous, on se fait bien moins chier que ça. Ouais, il y avait la femme de ménage qui venait toutes les semaines. C'est-à-dire qu'eux, ils venaient de lundi au vendredi pour travailler. Le week-end, ils rentraient, ils revenaient, tu vois. Et en fait, à chaque fois, les draps étaient changés. C'était vraiment ce modèle-là. Bon, alors, tu louais combien? Bah justement, parce que dans mon approche, normalement, en colocation, moi, c'était 450 € la chambre x 4. Donc, c'était 1800 normalement. Je devais avoir. Charge comprise. Charge comprise. Et en fait, lorsque je prenais le prix que je pouvais louer en Airbnb sur le mois, on pouvait arriver à 3000. D'accord. En fait, du coup, dans mon négociation, j'aurais dit voilà, si on reste sur le modèle Airbnb, ça vous fait 3000 normalement, je peux vous le louer. Mais vu que vous restez sur le long terme, je vous fais un prix. T'as fait combien? Et donc, on passe de 3000 à 2500. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Je me doutais qu'on allait te faire un prix comme ça. Voilà. Et du coup, ça valait le coup. Hein. Ils m'ont dit ah ouais, c'est un peu élevé, tout ça, voilà. Et ou je sais plus, j'avais dit un truc entre 2500 et 2700, enfin voilà, un truc comme ça. Et en fait, dans la négociation, on est arrivé au prix de 2500. Ouais, bah, c'est top. Et en fait, ils ont accepté. Là, c'est roi du pétrole. Hein. Et là, je fais mon premier appartement. T'avais quoi, 700 € de remboursement de mensualité par mois? Différé de 3 ans. Je payais 100 balles par mois. Je payais 100 balles. Tu t'es dit, je vais aller retourner en Thaïlande, moi. Ah bah là j'ai rempli un compte en 3 ans, quoi. Un compte bancaire. Parce que... Et tu payes 100 € de différé? Ah oui. Le seul truc relou, c'était si la femme de ménage te pétait entre les mains. Si elle était mais ça, c'était ma famille qui gérait, donc c'est bon. Ah bon. Je l'avais, donc c'était bon, quoi. Ouais, tu te prenais allez, avec les taxes foncières et compagnie, machin. En gros, tu te mettais 2000 tous les mois. 1500 € la taxe foncière à l'année. T'avais les charges de copro. Les charges de copro qui étaient un peu plus élevées parce que c'est dans des bâtiments anciens des années 70. Donc c'est dans les 250 € par mois. Allez, avec toutes les charges, en gros, tu te mettais un petit 2000 un peu moins tous les mois de côté. Plus d'un SMIC, quoi, par mois. Et là, waouh, c'est fou, quoi. Clairement, je me rendais compte que waouh, c'est la folie, quoi. C'est marrant, mais on en discutera tout à l'heure quand on ira déj. Mais tu vois, ce sujet d'entreprise, c'est comme tu dis, c'est magnifique. Hein. Tu loues plus cher, bien sûr. Ils s'engagent sur un temps plus long, tu gardes le résidentiel. Ça. En plus, j'avais la sécurité de l'entreprise, parce que c'est une grosse boîte qui faisait plusieurs millions de chiffre d'affaires. C'était qui? C'était une société qui faisait tu vois, les films sur les trains. Tu vois, c'est eux qui déposent les films adhésifs. D'accord. Par exemple, les Ouigo, etc. Ok, je capte. Ok. Et donc, et pourquoi ils venaient à Tours? Parce qu'en fait, à Tours, il y a un gros réseau ferroviaire. D'accord. Tu vois, il y a la gare de Saint-Pierre-des-Corps, etc. Et en fait, c'est là-bas qu'en fait, tous les trains sont parqués, en fait, et ils sont filmés. D'accord. Il y a un grand technicentre. Que 3 ans ou qu'est-ce qui a fait? Ouais, ils sont restés 2-3 ans. Ouais. Bon, en fait, c'est une question de contrat. Après, le contrat, il arrivait à terme. Et toi, Et après, ils ont trouvé un... Parce que moi, tu sais que ça faisait des années que je voulais faire ça. Là, ça fait 1 an qu'on le fait. Moi, ça faisait des années. En fait, j'ai acheté des maisons en campagne à côté des grosses entreprises. D'accord. Donc, par exemple, tu vois, l'Agaci. Alors, j'ai pas acheté à l'Agaci, mais j'ai acheté à côté de Carmenet, qui est l'abattoir de Leclerc, deuxième plus gros abattoir d'Europe. L'Agaci, c'était Yves Rocher. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'était d'avoir des deals avec eux. Le truc, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais 18-19 ans. Quand je les appelais, ils me prenaient. Justement, j'avais la secrétaire désagréable parce qu'elle était certainement malheureuse. Puis moi, ça me saoulait. Et du coup, t'as eu la même expérience? J'ai eu la même. Elle était relou. Et en plus, je sentais qu'elle était jalouse que je loue aussi cher. Mais vraiment. Alors que elle savait que j'étais le seul sur le marché. Ils n'avaient pas d'autre choix. C'était ça ou l'hôtel. Donc en fait, elle me saoulait. Mais vraiment. Ah ouais. Elle était relou. Elle était relou. Et en fait, si tu veux, du coup, moi, j'ai voulu contacter ces entreprises, j'ai pas réussi. Et puis, il y a 1 an, on a eu quelqu'un qui est venu bosser chez nous et qui faisait ça sur Saint-Nazaire. Et du coup, le modèle, je l'ai vu, ça partait mais comme des petits pains. Les gens forcément adorent. Ça s'est vendu. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis venu. Tu vois, tu me demandais pourquoi j'étais venu à Paris. Ah d'accord. Je me suis dit, en fait, le marché à Paris doit être. Et en fait, le marché ici, il est maboule. Il est dingue. Il est un truc de ouf. Bien sûr. Mais t'as un marché. Alors, tu vas pas sortir du 15% de rendement. Hein. Mais déjà, quand t'as du 8, 9, 10 à Paris, déjà très bien. Sur du résidentiel.
t'as rien à faire avec un bail commercial que demande le peuple. Hein. C'est un très bon modèle. C'est compliqué d'avoir mieux. Hein. Bien sûr. Donc, non, trop cool. Je savais pas que t'avais expérimenté le truc. Mais malgré moi, je suis tombé dessus malgré moi. Vraiment. Moi, à la base, je voulais juste faire de la colocation classique. L'investisseur, après le médecin malgré lui, l'investisseur malgré lui. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ok. Trop cool. C'est cool que t'aies eu ce modèle-là. Ok. Et donc après, alors qu'est-ce que t'as fait comme autre Et ensuite, j'ai poursuivi sur une autre colocation. Donc là, 5 chambres, plus de 100 mètres carrés, et j'ai répliqué le modèle. Donc ça marchait bien. Et là, je l'ai vraiment loué justement à des étudiants, etc. Parce que du coup, tu l'as eu, peut-être tu l'as même pas mis en location courte durée parce qu'elle était au bon timing, tu as réussi à la remplir vite. Exactement. En fait, c'est arrivé au mois d'août. Et en fait, j'avais énormément de demandes. Ouais, c'est ça. Et du coup, Ouais, mais tu vois, tu l'aurais eu peut-être en mars, tu aurais eu moins de demandes. C'est possible. Tu aurais reloué une entreprise et tu aurais gagné plus. Mais c'est possible. Parce qu'en fait, tu vois, limite le modèle là que t'as, tu te fais presque avoir, j'en sais rien, même par ta situation, c'est parce que vu que du coup les étudiants ils partent certainement en juin, j'imagine, ou quelque chose comme ça, tu reloues et à ce moment-là il y a de la demande de nouveau. Donc du coup t'as pas de trou, donc tu cherches pas d'autres modèles. C'est ça. Et alors qu'en fait, vu que tu l'as eu là en avril-mai et que t'avais moins de demandes, et t'as fait l'entreprise et finalement t'as gagné beaucoup plus d'argent. Bien sûr, c'est une question de timing en fait. Si c'était si le produit aurait été livré en mois de juillet, août, mais j'aurais fait coloc direct en fait. Je serais pas tombé là-dessus. C'est ça qui est fou. C'est fou hein. Le hasard fait bien les choses finalement. Et tu t'emmerdes moins, tu gagnes plus d'argent. Ah oui, c'est ça. Ok, donc du coup t'as fait 2 colocs. Exactement. Après t'as arrêté les colocs ou tu t'as continué? Et après en fait c'est là où il y a eu un autre déclic. Le déclic, c'est le déclic réseau d'investisseurs. En fait, j'ai commencé à côtoyer des groupes d'investisseurs sur Paris. Donc là, on était en quelle année à peu près? 2019. Fin 2019. Donc, tu as acheté 2 colocs en un an. Exactement, c'est ça. Et là, j'arrive fin 2019 et là, je commence à assister aux événements d'investisseurs, à rencontrer d'autres investisseurs, à échanger sur les visions. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde faisait des choses différentes. Ouais. Enfin, un qui fait de la coloc, un qui fait des immeubles, un qui fait de la location courte durée, un qui fait de la sous-loc, un qui fait des garages. Et en fait, je fais waouh, c'est quoi ce truc? Des commerces. C'est ça. Et en fait, en parlant aux autres investisseurs, en échangeant, en fait, je me suis. Déjà, moi, dans ma tête, la next step, c'était d'acheter un immeuble. J'idéalisais le fait d'acheter un immeuble. Je fais waouh, c'est la folie. Tout le monde, j'ai l'impression. Tout le monde passe un peu par cette étape-là où t'as un immeuble. Je sais pas ce qu'on nous a dit quand on était petit, mais tout le monde a envie d'avoir un immeuble. C'est ça. Et en fait, j'avais ça en tête, mais je trouvais ça tellement loin. Je me dis non, ça doit être compliqué de gérer un immeuble, etc. Et en fait, à force d'échanger, en plus, du coup, je passe de la copro à la monopropriété. Exactement, ouais. Il y a pas mal d'avantages à ça. Et du coup, j'étais très proche d'un ami investisseur que je me suis fait dans ces réseaux-là, qui lui faisait que ça. Et, qui ça? Il faisait que. Ouais, mais c'est qui? Tu le connais pas en fait. Okay. Il est pas connu. Non, il est pas connu. Okay. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je trouvais ça plutôt simple finalement. Il n'y a pas de copro, tu gères toi-même, il n'y a pas les charges de copro et tout ça. Et donc, c'est là où j'ai changé J'ai fait un virage. Bon, j'arrête les colocs. J'ai fait un virage, j'arrête les colocs. Je vais sur les immeubles. C'est marrant quand même que tu aies arrêté les colocs parce que pour le coup, ton modèle avec l'entreprise, c'était magnifique quand même. Bien sûr. Bien sûr, Après, c'est pas parce que tu le fais en coloc que tu peux pas le faire dans un immeuble de rapport. Ah oui, bien sûr, tu peux le faire, bien sûr. Et c'est là où du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux immeubles. Donc pas par chez toi? Non, pas du tout. Du coup, dans le nord de la France. Pourquoi? Parce que en fait, au début, je cherchais partout en France. Ok. Partout. Et en fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, le nord de la France, c'est très rentable. Parce que le prix était pas cher et la demande locative était énorme. Tu vois, dans le nord de la France, il y a une grosse densité, il y a une grosse démographie. C'est une grosse métropole en fait. Et donc c'est là où je me suis dit tiens, il y a de la rentabilité dans le Nord, autant viser cette zone. Et en plus je connaissais des gens qui investissaient là-bas, donc je me suis dit allez, let's go. Ok, et t'es allé où alors? Alors région Valenciennes et Lens. Sur Lens et Valenciennes. Ok. Voilà. Donc dans le Nord et Pas-de-Calais. Et t'as acheté quoi comme c'est quoi on va peut-être pas revenir sur toutes les opérations que t'as fait, mais ton opération dont t'es le plus fier que t'as fait sur les immeubles que t'as achetés? En termes de rentabilité ou en termes de... Celle dont t'es le plus fier? Ouais, c'est un immeuble de 5 appartements. D'accord. Avec un studio ou... Non, il y a de tout. Studio, T2, T3, T4. Okay. Et aussi un garage. Okay. Et pas de local commercial au rez-de-chaussée? Non, pas de local commercial. Et très bonne rentabilité, donc plus de 13% de rentabilité. T'es dans des communes périphériques de Valenciennes et Lens ou t'es Exactement. Alors, les deux. En fait, commune périphérique, plus aussi... Dans Valenciennes et dans Lens? Ouais, alors pas dans Valenciennes, mais plus dans Lens. Ouais. Ok. C'est ça. Okay, ça marche. Et en fait, du coup, c'est ce qui m'a permis de relouer rapidement. Tu les as achetés, ils étaient déjà prêts ou t'as fait beaucoup de travaux? Cet immeuble-là, en fait, il était déjà... en fait, c'était un marchand de biens qui l'avait acheté aux enchères. Et il a tout refait.
Et en fait, il l'a vendu quasiment clairement. Enfin, j'avais juste à louer. Donc ça, c'était facile à faire. Donc ça, c'était cool. Okay. Donc j'avais juste à louer et choisir mes propres locataires. Et donc c'était déjà rentable comme ça en fait. Et c'était rentable comme ça. Exactement, c'était déjà rentable. Et en fait, j'en suis encore content aujourd'hui parce que du fait que les loyers augmentent, j'ai augmenté le loyer, donc la renta, elle augmente aussi. Parce que tes charges fixes, elles n'ont pas bougé. C'est ça. Éventuellement ta taxe foncière un petit peu, mais... Ouais, ça, taxe foncière quasiment pareil. Taux fixe. Ah ouais, la taxe foncière, elle n'a pas évolué. Elle a évolué un petit peu, elle a pris 20%, je crois. Ouais, moi, c'est 2 dernières années, là, les taxes foncières. Ouais, voilà, elle a évolué 20%. Vous inquiétez pas, on supprime la taxe d'habitation, ça ne changera pas la taxe foncière, bien sûr. Ah oui, donc forcément, les loyers augmentent, forcément. Ouais. Donc... un petit peu. Enfin, moi, T'es quoi sur le loyer à peu près? C'est quoi les loyers sur ces villes-là? Il y a de tout, mais un studio, tu peux l'avoir dans les 450 €. Ok. Hors charge pour le coup? Ouais, hors charge, parce que du coup, c'est des compteurs d'eau et électricité individuels. T2, dans les 500, T3 plus dans les 600, 700. Et ce qui est bien, c'est qu'au rez-de-chaussée, j'ai 3 chambres avec un jardin et un garage. Et là, je peux le louer plus de 800, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ok. Et tu sens qu'il y a une demande elle est homogène, elle est hétérogène? Non, il n'y a pas la même demande. Parce qu'en fait, il y a plus une demande sur des grandes surfaces là-bas. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de familles en fait, dans le Nord. Ok. Et les gens recherchent de l'espace. Ok. Voilà. Et c'est vrai que sur des petites surfaces, j'attire des profils pas hyper quali, clairement. Sur les grandes surfaces, ils sont assez quali. C'est plus des familles, c'est plus stable. En général, c'est un couple. Quand tu dis pas quali, c'est parce qu'il y a un turnover plus important? Alors, il peut y avoir ça. Ils font pas attention. Ou alors, c'est des gens qui sont. Soit ils ont un CDI depuis pas trop longtemps, ils ont pas trop de sous. Ouais. Tu vois, ou alors ils viennent divorcer. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois. Ok. Donc, c'est là où j'ai eu mes premiers impayés. Tu vois. Tu mets quoi? Tu mets Visal en place? Ouais, Visal, systématiquement. Ouais. Bon, pareil. C'est top. C'est magnifique. Hein. Ouais. Pour le coup, l'État aide pas beaucoup les investisseurs. Ouais. Et Visal, c'est vraiment un super dispositif. Ouais, franchement, c'est top. Parce que je l'ai déjà activé et ils sont assez réactifs. Ouais, grave. T'es payé direct. T'es payé. T'as juste un mois de carence. Ouais, c'est ça. Et après, t'es payé direct. C'est ça. Et en plus, derrière, c'est eux qui font les démarches pour virer le locataire. L'huissier, il t'envoie un mail. Bonjour, monsieur Tardier. Exactement. Juste pour vous tenir au courant. Ouais, voilà, ça inverse vraiment la force. Pour le coup. Ouais. Je trouve que, tu vois, par rapport au modèle qu'on a aujourd'hui, bon, c'est très bien. Mais sur le modèle d'habitation, Visal est quand même exactement, super solution. Très protecteur. Parce que t'as déjà eu à virer un locataire quand t'avais pas Visal? Ouais. C'est pas la même chanson. Ouais. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, il faut vraiment. Je suis passé par des moments difficiles. Ouais. C'est chiant. Hein. Très chiant. Moi, ça m'est arrivé 2 fois parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas ce réflexe-là, on n'était pas au courant. Rien que ça, de toute façon, je pense qu'un conseil Visal à une personne qui achète un immeuble de rapport, c'est un truc qui peut se facturer sans problème de 1000 balles. Ouais, clairement. Sans rigoler. Hein, mais parce que ça te change la vie. Hein. Ton locataire, il paye pas, je peux te dire que tu es ultra content d'avoir mis ça. Serein. Je suis serein. Moi aussi, de ouf. Au quotidien, avant, j'étais stressé en me disant s'il paye pas, ça va être machin. Maintenant, je m'en fous. Ouais. Mais j'étais serein. Quand on a une gestionnaire, Virginie, qui s'occupe de nos biens, maintenant, quand elle me dit ils ont pas payé ce mois-ci, pas grave. Ils déclenchent Visal. Bah oui, voilà. Moi, pareil. Pour eux, qu'est-ce que je te dise, ils se débrouilleront derrière. De toute façon, il va falloir qu'ils payent. L'État, ils les lâcheront jamais. Donc, exactement. Ouais. Après, c'est à eux de voir. Ouais. Moi, par contre, j'ai acheté des immeubles qui étaient déjà loués. Donc, du coup, je choisissais pas forcément les locataires. Il n'y avait pas la Visal. Donc, ça, c'est là où tu as subi un petit peu. J'ai subi plus de casse, ouais, clairement. Parce que tu choisis pas forcément. Même si tu fais une petite diligence. Du coup, aujourd'hui, tu ferais plus? Si, parce que ça reste quand même un modèle qui est assez rapide. En fait, moi, tu vois, je pense que. Alors, après, c'est ma vision. Mais je crois que je serais trop stressé d'avoir un locataire en habitation qui soit pas sous Visal. Ouais, bien sûr. Ça me stresserait trop parce que je sais les démarches que c'est d'aller le virer, je sais d'appeler l'huissier, d'avancer l'argent aussi. Ouais. L'argent que tu dépenses malgré tout pour la procédure, le temps que ça prend, c'est très compliqué. C'est interminable. Les locataires de mauvaise foi qui vont pas chercher les recommandés, etc. Bien sûr, mais il y en a plein comme ça. C'est que maintenant j'ai l'habitude sur mon process, je sais comment faire, mais c'est vrai que Visal, je le préconise au maximum, clairement. Pour moi, quand tu es en région en tout cas, c'est quasiment un obligatoire. Ouais, c'est mieux. Ok, et donc du coup, tu as fait tout ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait que au-delà de l'investissement, tu t'es dit, maintenant, je vais accompagner des gens? Et d'ailleurs, comment ça fonctionne s'il y a des gens qui nous écoutent? En fait, du coup, en côtoyant beaucoup d'investisseurs, je me suis constitué un gros réseau d'investisseurs. Et en fait, déjà. Donc, t'as écumé toutes les soirées IMO, toi? Clairement. Ah oui. Et puis en plus, moi. Faudrait que tu me dises sur Paris, parce que c'est vrai que j'ai pas trop les contacts. Donc, avec plaisir, ouais. En fait, c'est que moi, vu que je suis passionné d'immobilier, j'y allais vraiment pour parler IMO. C'est-à-dire qu'il y a des soirées, j'arrivais à 19h, je rentrais chez moi à 1h du matin. Parce que, en fait, quand je parle IMO,
je vois pas le temps passer. Ouais. Et vraiment, j'y allais vraiment pour échanger avec les copains. Ouais, bien sûr. En fait, c'était tous les mercredis soirs, on voyait les copains de Nimo. Ah, t'as des soirées là tous les mercredis soirs Pas actuellement, plus là j'y vais plus. Mais j'avais un rythme où. T'es allé, et Olivier Seman, il en a fait une la semaine dernière, je sais pas si t'as vu, Oui, t'y es allé ou pas? oui, non, T'y es pas allé? Non. Okay. Je fais plus trop d'événements IMO du coup. Ah, t'y vas plus? Non. C'est vrai que moi j'ai arrêté d'y aller, mais je me dis ça peut être pas mal d'y retourner une fois. Ça peut être pas mal, ouais, en effet. Bah, tu vois, on se motivera, on essaiera on pourra y aller ensemble avec plaisir. Bah, je connais de toute façon en plus ceux qui font ça, donc je connais l'organisatrice. Mais ouais, du coup, très rapidement, c'était mon rituel. Tous les mercredis soirs, on se retrouvait entre copains, on s'est liés d'amitié énormément, on s'est fait un petit groupe. Et en fait, on était un peu connus entre guillemets dans ce milieu-là. Ouais. Et au bout d'un moment, tout le monde savait ce que je faisais, mes réussites, etc. Donc j'avais de plus en plus de questions. Ouais. Donc moi, j'ai aidé beaucoup de gens gratuitement. Et le but, c'était ça. C'est de partager, d'échanger. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi. Ouais. Tu vois, moi, je sais que sans le réseau, j'aurais jamais eu cette réussite. Tu vois, parce que ça m'a apporté des idées, des contacts. Des façons de faire et en fait c'est surpuissant. Donc en fait la puissance du réseau c'est super la puissant. Motivation aussi parce que des fois il faut reconnaître t'as des downs etc. Même quand t'as des galères c'est bien d'être soutenu et qu'on te donne des idées. Donc c'est là où j'ai commencé à créer mon groupe d'investisseurs. J'ai créé un groupe WhatsApp, tous les gens que je rencontrais dans les événements je les ajoutais dans ce groupe là. Ok. Et en fait je l'ai encore aujourd'hui. Ouais je l'ai encore okay. Et je pourrais te mettre dedans et du coup on s'échange et le but c'est il y a pas d'intérêt financier. C'est juste de l'échange libre, où on s'échange des tips, des conseils, des contacts bancaires, des contacts d'entrepreneurs, de tout. Sur Paris et partout, il y a même des gens de partout, en fait, des investisseurs de partout. Et à chaque fois, c'est des investisseurs avec qui je m'entendais bien et avec qui on a le même état d'esprit pour évoluer. En fait, c'est grâce à ce groupe-là que je me suis constitué que justement ça a profité à tout le monde, moi comme tous les groupes d'investisseurs. Okay. Et en fait, après, par la force des choses, il y avait des personnes qui voulaient en avoir plus de moi et qui voulaient vraiment que je les accompagne sur leur premier bien parce qu'ils avaient fait toutes les formations. Mais tu te doutes bien qu'en fait, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Ouais, le fait, tu as beau tout savoir, c'est dur de se lancer quand même, de se dire tiens, je vais peut-être pas me. Il y a des gens, ils ont besoin d'être tenus par la main pour leur dire t'es en haut de la falaise, t'as beau leur expliquer qu'il faut plonger de telle manière, ils y vont pas. Par contre, tu leur tiens la main et tu leur dis maintenant on saute et ils sautent quoi. Exactement. Et donc ils ont besoin d'être rassurés. Okay. Et c'est là où je me suis dit autant, écoute, on peut faire un truc, je t'accompagne et le but c'est que tu aies ton premier bien rentable. Okay. Et qu'en fait c'est comme si qu'on investissait ensemble, sauf que derrière c'est toi qui es propriétaire. Et tu fais de la chasse, on chasse ensemble. On chasse ensemble. Non, je veux pas que ce soit full, c'est pas du clé en main. C'est-à-dire que je veux qu'on fasse ensemble. C'est-à-dire qu'il bénéficie de mon expertise. D'accord. C'est un live par semaine. Okay. En fait, on chasse ensemble. Donc toutes les semaines, un live il y a un par live. Semaine Ouais, une visio par semaine. Okay. On chasse ensemble, on fait les démarches ensemble, le dossier bancaire, la négociation, la lecture du compromis, l'offre d'achat. Tu factures à l'heure ou Non, c'est un fixe. Ok. C'est un fixe. Jusqu'à obtention de résultat. Exactement, c'est ça. C'est un fixe jusqu'à. C'est combien le montant? Ça a beaucoup varié parce que tu vois entre le temps où en fait il y a des moments où c'était. En fait, ça a évolué forcément, tu vois. Et aujourd'hui, si les gens qui nous écoutent, ils veulent passer avec toi pour se faire accompagner du début à la fin. Ouais. Alors, tu disais que ton offre allait évoluer, donc. En fait, c'était entre 3 000 et 8 000. D'accord. En fonction des besoins de chacun. Entre 3 000 et 8 000. Okay. Sachant que là, mon offre évolue. Donc, toi, c'est un peu à la carte, selon l'avancée du profil, exactement. etc. Le profil. Tu vois, par exemple, mes tout premiers élèves, c'était des 2 potes dentistes qui voulaient investir. Et là, du coup, forcément, il y a eu un prix. En plus, je me lançais. Donc, bien sûr. Voilà, c'est normal, je me lance. Tu vois. Évidemment. Et après, au bout d'un moment, les prix augmentaient, mais c'est lié à ma charge de travail. Ouais. C'est lié aussi à ce que je peux leur apporter. La valeur que tu apportes. La valeur que j'apporte. Et puis à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie aussi. Hein. Exactement, c'est ça. Si t'as plus ton taf à côté, il faut aussi que ça soit rémunérateur. C'est ça. Et en plus, je trouvais que c'était vraiment pas cher par rapport à ce que vous pouvez proposer d'autres gens. Tu vois, il y a des formateurs, des coachs, même des mentors. Qui facturent des 10 000, 12 000, même, j'ai déjà vu même des 30 000, 50 000 euros à l'année, bien sûr. Des mentorats. Ouais. Et je me suis dit, mais je suis vraiment pas cher. Moi, je fais ça juste pour aider, en fait. Moi, j'ai un copain, il facture 30 000 sur l'accompagnement. À l'année, bien sûr. Mais je pense qu'après, toujours pareil, si tu as des gens qui sont prêts à payer un prix et que ça leur convient et que les gens sont satisfaits,
bah pourquoi pas en fait. Exactement, ouais. Si toi t'es à l'aise à travailler, ça sert à rien de brader son prix et d'avoir une proposition où en fait toi t'es pas aligné et du coup tu vas mal travailler, etc. Exactement. Donc, je pense que non, faut être hyper aligné avec ça. Oui. Et si toi t'estimes que c'est ce montant-là et pour que ça aille au bout, bah après si ça fit, si ça fit exactement, pas. Bah... Exactement, ouais. Okay. Et là du coup j'ai un modèle où je vais moins faire d'individuel, mais je vais plus faire du groupé, avec une partie formation, une partie live par semaine s'il y a des questions et avec un groupe. Du coup, ça va permettre pouvoir aider plus de personnes. C'est ça, parce que je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, je redis les mêmes choses. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, autant faire un support. Et si vraiment il y a un point en particulier, par une analyse de projet, où je peux donner pour rendre aussi un prix potentiellement plus. Tu auras peut-être toujours du high ticket avec des gens qui veulent absolument être accompagnés en individuel et avoir une offre un peu plus généraliste. Exactement, plus généraliste, qui peut toucher plus de gens, mais avec la même valeur finalement. Parce que du coup, tu n'achètes plus une formation, mais tu achètes un accompagnement. Et ça sera après quand alors pour les gens qui nous écoutent? Là, du coup, je suis en cours de création. Donc là, en ce moment, tu tournes le contenu? Je suis en train de tourner le contenu. Là, j'ai un élève que je coach aussi en individuel. Donc en fait, ces questions font que ça m'aide aussi à me créer mon contenu. D'accord. Et donc, ça va être prêt d'ici courant mai-juin. Donc c'est assez éminent. Donc c'est sous peu alors. C'est sous peu. Au moment où la vidéo sortira, on sera à peu près dedans. Ouais, exactement. Ça, Et du coup, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter? Alors moi, c'est sur Instagram. Donc Yas Traveler. Et tu peux l'épeler parce que c'est YA2S _ Traveler avec 2 L. TRAVE2LER. Et de toute façon, je pense que tu pourras mettre le lien. Ouais, bien sûr. Sinon, je vais mettre le lien. Et puis voilà, c'est ça. Donc ce sera avec plaisir de pouvoir échanger. Je te regarde et tu me regardes parce que tu sais qu'il y a les 2 dernières questions. La question fatidique. Du coup, tu as pu y réfléchir en plus. Donc, tu as forcément la réponse. Oui. Un petit peu. C'est quoi ta passion inavouable? Waouh. Waouh. J'en ai jamais parlé en plus. Comment dire? En fait, moi, je suis passionné par l'humain. Je suis très humain. J'adore avoir des interactions sociales. J'adore rencontrer des gens. J'ai toujours eu un aspect un peu introverti, mais en même temps, j'aime aussi. Je suis assez sociable, tu vois, je rencontre des gens, etc. Et en fait, c'est pas une passion. C'est juste que je suis sorti de ma zone de confort pour justement sociabiliser, rencontrer des gens, etc. Et en fait, le but, c'était de rencontrer n'importe qui. C'est-à-dire que dans les événements, dans tout type d'endroits, que ce soit à la boulangerie, en magasin, dans la rue, partout. Tu vois. Et en fait, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me dire, tiens, je vais aborder tel inconnu, si elle me plaît, par exemple. Par exemple, je vois une fille qui me plaît, ça m'est déjà arrivé d'aller la voir, mais de façon naturelle. Donc c'est pas vraiment une passion, mais tu t'es sorti de ta zone de confort. Exactement, c'est ça. Parce que tu te rendais compte que t'étais pas à l'aise à l'oral. Ouais, c'est pas qu'ils sont à l'aise, mais j'adore en fait sortir de ma zone de confort. J'adore me surpasser et de faire un truc qui fait un peu peur à la plupart des gens. Donc par exemple, tu vois, je sais pas, tu croises le regard de quelqu'un et en fait t'as envie de lui parler, mais t'oses pas. En fait, de surpasser cette peur et d'y aller, en fait c'est ouf, quoi. Et tu l'as fait? Ouais. Bien sûr, plusieurs fois, plein de fois. Tu le fais toujours aujourd'hui? Plus trop maintenant, mais je l'ai fait pendant un cours. Pas pour des relations personnelles, mais pour des relations pro, j'en sais rien. Tu vois quelqu'un à une soirée. Ah oui, donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être de tout. Et en fait, le fait de sortir de ta zone de confort, du coup, c'est-à-dire que je me dis, mais à tout moment, je peux rencontrer n'importe qui, je peux aborder n'importe qui. Et en fait, ça te permet de sortir de ta zone de confort, tu vois. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est dur. C'est dur au début, bien sûr. Ouais, c'est dur. Aujourd'hui, tu sens que ça va mieux ou... largement, bien sûr. Oui. En fait, j'étais pas coincé, j'étais pas introverti, hyper. Voilà. T'as toujours le cœur qui bat ou pas avant d'y aller? Avant d'aller voir quelqu'un? N'importe qui. Ouais, n'importe qui. Ouais, je suis d'accord. N'importe qui, tu vois. Ouais, tu sens un peu. Ouais. Donc, tu vois, même. C'est tout simple, tu vois. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas, si t'es célibataire ou autre, tu croises le regard, par exemple, d'une fille qui te plaît, et tu dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Ouais, bien sûr. Tu dis, j'aimerais bien au moins juste lui parler, juste comme ça. Mais en fait, le fait de te surpasser, tu dis, waouh, c'est fou. En fait, on a une conversation de dingue, on a ressenti des bonnes émotions. Et je suis d'accord. Et c'est magique, en fait, il n'y a rien de sorcier. Pour le coup, moi, je pense que j'ai l'avantage, peut-être l'avantage que j'ai là-dessus, c'est que j'ai beaucoup de facilité à parler aux gens. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en général, en fait, non, je vais même dire les choses autrement. Tu vois, tiens, c'est un truc, tu dis que tu l'as jamais dit. Moi, il y a aussi un truc que je dis pas souvent, c'est que en fait, j'ai beaucoup déménagé
D'accord. Et du coup, quand tu déménages beaucoup, quand tu es jeune, tu changes d'école souvent. D'accord. Et ce qui est dur, c'est qu'il faut que tu te fasses des copains à chaque fois. Et moi, je me retrouvais à l'école, il y a eu un collège où je suis arrivé, parce que j'ai fait 4 collèges différents. Et c'était pas parce que je me faisais virer, c'est parce que mes parents déménageaient tout le temps. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a donné la force aujourd'hui de rencontrer des gens de manière hyper simple. Parce que, en fait, t'es obligé, du coup, depuis que je suis tout petit, je suis confronté à ça. J'ai fait plusieurs lycées, j'ai changé d'école, j'ai changé de classe préparatoire, etc. Parce que les déménagements, les autres. Et du coup, j'ai cette facilité à switcher et aller voir les gens. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, moi, je me suis retrouvé à manger à table pendant 4, 5, 6 mois tout seul. Parce que les gens, ils voulaient pas me parler. Et du coup, là, t'es obligé d'aller voir tout le monde. Ouais, t'es obligé. Là, t'es obligé. Tu peux pas rester tout seul. T'es un animal social. Ouais. Et l'humain est un animal social. Et du coup, j'avais besoin d'aller voir les gens. J'allais discuter. Et là, quand tu te prends des bâches, genre t'arrives avec ton plateau, t'as 12 ans, t'as pas de téléphone, il y a personne qui te parle, tu mets le plateau et on dit non, on veut pas de toi à table. Mais comme les lycées, j'allais dire comme les films américains dans les lycées où les mecs sont des cassos, des cassos, on les prend pour des cassos et puis après t'as un peu cette revanche là, tu vois, t'as envie de montrer aux gens que finalement t'arrives à communiquer, tu vois. Ouais, et c'est vrai que ça c'était une bonne claque et je pense que tu as eu raison de te évidemment ça se témoigne aujourd'hui par rapport à ce que tu fais donc, mais tu as eu raison de le faire et c'est pas facile. Ça aide surtout. Franchement, ça aide surtout parce que du coup, tu peux parler à n'importe qui, d'être assez à l'aise à l'oral, etc. Sachant que, tu vois, moi, je viens de base d'un milieu informatique où en fait, tu es devant ton PC. En fait. C'est-à-dire que toi, tu communiques avec un ordi. Et en fait, l'aspect social, tu l'as pas trop. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, très vite, je me suis un peu éloigné de ça et pour pouvoir justement sortir de ma zone de confort, échanger avec les gens. Sachant que j'ai toujours aimé l'humain. Est-ce que c'est comme ça que tu as rencontré Sonia ? Alors, c'était dans ce genre d'événements IMO. Donc, c'est pas comme ça, mais on va dire oui, on peut se dire ça comme ça. Indirectement, parce que du coup, tu parles à plein de gens. Après, c'est plus facile dans un événement IMO que dans la rue. Bah oui, t'es à l'aise. Tu vois, t'es à l'aise. Tu vois, y a pas de difficulté. Et puis t'as des passions communes. C'est ça. Facile pour lancer le. En fait, ça t'aide surtout parce que du coup, t'es à l'aise sur le fait de communiquer de bonnes ondes. T'as plus d'intelligence sociale aussi. Tu comprends plus l'autre. Y a plein d'aspects en fait qui fait que même dans un environnement plus simple où tu connais les gens, en fait, t'es beaucoup plus à l'aise. Tu fais de meilleures discussions plus intéressantes. Par exemple, tu vois le PDG d'une société, t'oses pas aller le voir, là du coup tu vas oser parce que pour toi c'est facile. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, tu vois, il y a un mois, non, je sais plus exactement, mais ce que je fais, c'est que je récupère des numéros sur LinkedIn avec un outil. T'as Loucha, je sais pas si tu connais. Oui, tu peux obtenir le numéro de téléphone. J'ai eu celui du président de Nexity. Tu vois, je l'ai appelé sur WhatsApp. Voilà. Il me dit, comment vous avez eu mon numéro? Trop fort. Je dis, je vous explique qu'on se rencontre. Il me dit, ok, ça me va. Trop fort. On a pris un café ensemble pendant 45 minutes. Tu vois, comme quoi. C'est des bonnes rencontres. Je sais pas ce que ça peut donner. Sur le moment, ça apporte rien. Mais sur une vision long terme, j'avais rencontré à l'époque Henri Buzicazo. Je sais pas si tu vois qui c'est, c'était le président de Foncia. Et il y a pas longtemps, j'avais besoin de lui parce que j'avais besoin qu'il mette en relation avec une personne. Je l'ai appelé, je l'ai rappelé. Ça faisait 7 ans que je l'avais pas vu. Tu vois. Oui, bonjour Amaury. Je dis, vous avez enregistré mon numéro. Et du coup, ça nous a permis, tu vois, il m'a fait une intro. Et forcément, quand tu es intronisé par une personne qui a un aura et reconnue dans la profession, c'est beaucoup plus facile d'aller. Mais énormément, bien sûr, ça t'aide. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui serait important pour toi de traiter Je sais pas, ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quel sujet. Sur, je sais pas, un sujet, tu vois, là, celui que tu viens d'aborder, par exemple, le fait d'aller voir des gens, toi, ça t'a permis d'avoir plein de choses. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu aurais un tips au Yas qui nous écoute d'il y a 5-10 ans et qui est développeur aujourd'hui ou quelqu'un d'autre qui a une situation et qui est pas heureux, quoi, et qui veut, ou pas, ou qui est heureux, mais qui réfléchit à investir, ou ce serait quoi ton... Ouais, alors pour moi, c'est vrai que le but, c'est déjà, si tu es dans une situation qui ne te convient pas, le but, c'est déjà d'identifier qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu n'es pas épanoui, et ensuite de prendre des actions assez rapides pour justement passer à l'action. Et en fait, aussi, ce qui est le plus important, en fait, c'est que tu ne te rends pas compte dans quel univers tu vis, et le but, c'est de s'en extraire. Donc en fait, il faut prendre déjà, première phase, c'est d'en prendre conscience. Et ensuite, deuxième phase, c'est de pouvoir avoir une autre vision. Et en fait, pour moi, ça passe par ce que tu fais rentrer dans le cerveau. Tu vois, donc, c'est les sources d'informations, c'est les gens que tu côtoies, c'est ce que tu fais comme activité.
Et en fait, tout ça va faire que ça va te conditionner. Tu vois. Et du coup, ça va créer ton schéma de pensée. Et en fait, du coup, il faut agir différemment pour modifier son schéma de pensée et penser différemment. Parce que souvent, on a beaucoup de croyances limitantes, mais c'est lié à ce qu'on nous a inculqué, c'est lié à notre entourage. Et en fait, pour modifier tout ça, il faut être ultra vigilant sur ce qu'on fait rentrer. Mais ultra, moi, je suis assez exigeant là-dessus. C'est que je vais me couper de certaines informations pour ne pas être impacté. Voilà. Et du coup, typiquement les informations c'est ça, exactement. Et etc. c'est pour ça. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais hacké mon cerveau. Tu hackes ton cerveau pour qu'il pense différemment. Tu vois, c'est un autre schéma de pensée. Si tu veux changer, change ton entourage et ce exactement, que tu fais au quotidien. C'est ça. Et en fait, ça va venir tout seul. C'est-à-dire que déjà, c'est une première action simple. Tu vois, parce que souvent, on dit accumule la connaissance, etc. Mais on parle rarement de éliminer. Et en fait, des fois, éliminer a plus d'impact qu'accumuler. En fait, le fait juste d'éliminer certaines informations, certaines connexions, certaines relations, fait que déjà, tu vas penser différemment. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Déjà. On le dit jamais, mais on dit toujours accumuler, lis tel livre, fais telle action. Mais en fait, on parle jamais de éliminer certaines actions. T'as raison. Pourquoi aller à tel endroit ? Pourquoi voir telle personne ? Pourquoi consommer tel type de contenu ? Mais en fait, déjà, si tu élimines ça, déjà, tu te mets dans une connexion un peu plus vierge, un peu plus stable. Et en fait, déjà, tu as plus d'espace mental pour autre chose. Bien sûr. Très intéressant ce que tu viens de dire. Tu te libères de l'espace mental. Je ne crois pas l'avoir déjà entendu, mais en effet, peut-être que la première étape, avant d'aller chercher à développer ce qu'on sait déjà, peut-être que c'est déjà faire un tri parmi ce qu'on a. Bien sûr. Et ça peut être un tri sur plein de choses. Mais peut-être la difficulté, c'est que, parce que pour toi et moi, c'est facile, parce qu'on l'a déjà vu, mais c'est de voir ce que tu dois éliminer du coup. Bien sûr. Donc, peut-être qu'avoir un minimum d'apprentissage, de savoir sur ces sujets-là, pour ensuite savoir ce que tu dois éliminer. C'est ça. Parce que si tu vas à une soirée IMO tous les mois et que, on sait rien, bon, après il faut être logique aussi, mais tu élimines cette soirée IMO et tu vas plus souvent au bar, ça va pas marcher. Si tu veux changer, tu vois ce que je veux dire ? Ou alors tu vas changer et tu vas devenir c'est ça. plus consommateur d'alcool. Mais si tu veux tendre vers ça, quoi. C'est ça. C'est pour ça. Éliminer ce qui t'apporte. Tu veux dire par exemple consommer du réseau, enfin des informations sur TikTok, c'est ça. 1 heure par jour. C'est ça. En fait, je pense que c'est pas mal de lister tout ce qu'on fait et de dire tiens, pourquoi pas éliminer ça. Par exemple, réseaux sociaux. Par exemple, côtoyer telle personne qui est négative. Par exemple, me rendre au bar tous les soirs. Par exemple, ça peut être des actions. Par exemple, consommer des substances. Ou des actions, mais anodines, qui font que pourquoi ça ne peut pas être éliminé bien sûr. Et en fait, des fois, on fait des choses qui n'ont pas de sens. T'entends Dubs ? C'est un de mes meilleurs potes, je sais qu'il écoute le podcast. et il bosse chez EY. Et justement, il veut... Et lui, il est dans la recherche de consommer toujours plus d'informations. On est au quotidien ensemble, donc forcément, en plus, ça l'impacte un peu. Il voit ce que je fais, etc. Et lui, il est alimenté par ça. Mais il n'est pas dans cette élimination. Je sais que c'est dur pour lui, parce qu'il adore la fiesta. Il adore faire des soirées, etc. Et tu vois, si tu fais moins de soirées, pour le coup, ton conseil est très bien. Je sais que tu auras du mal à le faire. Je te regarde dans la caméra. Mais pour le coup, c'est très bon conseil. Après, c'est pas forcément mauvais, à petite dose de temps en temps. Il y a pas de souci. Là, c'est à très grande dose. Là. Ah oui, là, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Là, c'est la Ligue des champions des soirées. Là. Ah oui, moi aussi, je suis passé par là avant. Ah ouais, dans la vingtaine, je sortais beaucoup. Tous les week-ends. Ah ouais. Oui. Eux, c'est comme Dubaï, tu vois. J'aime bien prendre cette image-là. C'est que Dubaï, ils avaient plus de place, donc du coup, ils ont commencé à construire sur la mer. Eux, ils sortaient tellement le week-end, ils ont plus de place le week-end qu'ils sortent la semaine maintenant. C'est un truc de fou. Donc, il faut. Mais c'est ça, c'est certaines actions au quotidien, et même des fois, c'est même des habitudes anodines. Toi, par exemple, moi, avant, quand j'étais en mode salarié, j'avais cette habitude de tous les matins, je bois mon café devant BFM et j'écoutais les news comme ça. Mais c'était une habitude, juste pour me tenir au courant. C'est ta cut. Oui, parce qu'en fait, déjà, quand tu commences la matinée, on t'a donné des informations en mode oui, il y a eu tel attentat, il y a eu telle explosion, il y a eu tel truc. Déjà, tu démarres la journée avec une. T'as un gros down. Ouais, en fait, c'est ça. Mais inconscient. Bien inconscient. sûr. Juste le fait de le savoir. En fait, t'as pas besoin de savoir. C'est là où la société, la conception de la société, c'est du génie. Parce que, en fait, les gens qui font ça, parce qu'il y a des gens qui maîtrisent tous ces canaux-là, ils ont tout étudié pour que justement les gens, soit de manière purement inconsciente, correspondent aux matrices, à la matrice. Et puis et en fait, c'est hyper addictif. Parce que t'as envie. C'est fait pour. T'as envie de savoir ce qui s'est passé après, etc. C'est fait pour. Et en fait, pour moi, je suis désolé de dire ça, mais c'est un contrôle de la pensée de la masse, en fait. Mais bien sûr. Clairement. Évidemment.
c'est bête à dire, mais c'est un contrôle. En fait, t'es pas libre de penser. Non. Tu vois, et quand j'ai compris ça, je me dis, attends, je reprends toujours le contrôle. La même philosophie, on te donne l'impression que tu as le choix alors que tu l'as pas. Alors en fait, pas du tout. Comme en politique. Bien sûr. Tu dis tu vas pouvoir voter gauche, droite, mais bien sûr. En fait, on est influencé partout. Par les médias, par les affiches, par. Il y a toujours une pensée généraliste. Mais tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends pas compte. Et c'est là la force du système. Et en fait, si tu penses différemment, là, tu parais pour un mec chelou. Tu te dis, mais pourquoi ? Alors qu'en fait, quand tu te détaches de ça et que tu en prends conscience, c'est là où tu reprends le contrôle sur tes pensées et ton cerveau. Et là, c'est surpuissant. Parce que du coup, il n'y a plus de limite. Et au lieu d'accumuler, commencer peut-être par éliminer. Exactement. Très bonne remarque de fin. Merci beaucoup pour l'échange, c'était cool. Merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. Et puis, tu me diras qui est-ce que tu nous recommandes pour qu'on puisse avancer pour la suite. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut Amaury.